l'Insolite Podcast, l'épisode numéro 5. Comment vas-tu, Christian? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On tient à remercier tout le monde qui a écouté les 4 premiers épisodes. Merci à tous ceux qui partagent, qui commentent. Ça nous fait bien plaisir, les questions que vous nous posez. On essaie d'orienter nos sujets autour de ça. Ça va dans tous les sens, donc c'est bien dur pour nous de couvrir la totalité des sujets qui nous sont envoyés, mais on va essayer de le faire, continuer à le faire. Ça nous fait bien plaisir. On a eu beaucoup de personnes qui nous ont parlé quand même du crayon de Stan Romanek. Effectivement, on ne pouvait pas l'inventer. C'est un peu ridicule. Hein? Et ça nous a fait bien plaisir de vous partager ce moment-là. Donc voilà. Donc Christian, on commence avec quoi cette semaine? Écoute, tu me parlais de Stan Romanek, mais dans le cas des ovnis, c'est pas toujours aussi ridicule. Et cette semaine, je te présente une histoire, on peut dire, là, excuse-moi l'anglicisme, de Talk of the Town. Donc tout le monde en parle. C'est une histoire d'ovnis qui ne cesse pas de rebondir, en fait, ces dernières semaines. L'affaire débute, parce qu'au début, il y a une espèce de confusion. Hein? On est le 25 octobre 2017. Et à ce moment-là, il y a trois ou quatre gros porteurs qui se trouvent en direction de l'aéroport de Portland, dans l'État de l'Oregon. Et ils se trouvent tout près de la frontière entre la Californie et l'Oregon. On appelle ce secteur-là, sur les écho-radars, c'est le secteur de la zone 36. Et là, à ce moment-là, il y a une espèce de confusion. Au début, lorsque l'information était diffusée dans les médias, on nous disait détection radar, pas détection radar. On ne savait plus trop, mais je reviendrai là-dessus parce qu'il y a eu une précision par les autorités. Quoi qu'il en soit, ce 25 octobre 2017, on a donc ces appareils qui sont en vol. Et voilà que les pilotes signalent aux contrôleurs aériens qu'ils voient la présence d'un objet volant inconnu. Ils le voient bien, on est en fin d'après-midi, il fait encore assez clair. L'objet est décrit comme une sorte de masse lumineuse qui se déplace à une vitesse assez standard, je dirais une vitesse de croisière comme un autre gros porteur. Et là, il y a des communications radio entre les contrôleurs aériens et bien sûr les appareils en vol pour essayer de déterminer quelle est la nature, quelle est la trajectoire de ces objets. Au moment où l'information est diffusée en octobre dernier, on ne savait pas trop s'il y avait eu détection radar. Il y avait une espèce de confusion autour de ça. Toutefois, le Bureau de l'aviation civile américaine, la Federal Administration, ont décidé de rendre public des communications radio entre les pilotes et les tours de contrôle. Donc, je le précise tout de suite, les informations ne sont pas, c'est-à-dire que les communications ne sont pas très claires, on le comprend, ce sont des communications entre les pilotes et les tours de contrôle, donc évidemment avec tout le parasite que ça entraîne, mais on comprend bien ce que les pilotes voient et un peu leur étonnement d'observer cette présence, cette masse lumineuse. Alors, si tu le veux bien, on écoute ces premiers enregistrements. Yeah, our estimation is now between 12 and 15 miles, definitely further away than it was before. There's some clouds up there, so it's getting harder and harder to see it, but we still see the object here. Yeah, it's the United States. No, it's just a white speck out there. I mean, we can see it, but there's no identification on it. It just says that it's there. Yeah, it looks like he's probably about 4,000 or 5,000 feet above us. Yeah, he's still a beam, so he must be going about the exact same speed as us. And just a very slight vector to the east from us, and like I said, about 3,000 to 5,000 feet above. Yeah, he's probably still about 10 to 15 miles away. Unless it is a sign of the plane, it's hard to tell. Yeah, Southwest 4712. We still have a visual on it. We'll call it 1 or so, probably about 20 miles. Donc, ce que tu viens d'entendre, Jean-Michel, ce sont les communications de 3 de ces porteurs, donc 3 appareils en vol. Évidemment, les contrôleurs aériens leur demandent s'ils observent le fameux aéronef, ce qu'ils confirment, donc ils le voient bien. Alors là, il y a ces échanges. Et à ce moment-là, comme les appareils se trouvaient, ou l'appareil inconnu se trouvait dans les corridors aériens utilisés par l'aviation civile, on a bien sûr informé la Garde nationale parce qu'il faut comprendre qu'on a un système de défense nord-américain qui s'appelle la NORAD et tous les services d'intervention militaire sont liés à la NORAD par une espèce de pacte ou de contrôle. Et bien sûr, la NORAD va être celle qui va être chargée de déterminer si oui ou non il y a une justification d'une interception. Alors, au moment où l'incident se produit, comme cet aéronef inconnu se trouve dans les corridors aériens empruntés par l'aviation civile,
On va en informer la NORAD qui, elle, va bien sûr mettre sur un pied d'alerte la garde nationale et éventuellement 2 chasseurs F-15 seront lancés pour intercepter le dit OVNI. Mais tu comprendras qu'au moment où toute cette mécanique-là se fait, les appareils se sont posés, là, les avions en vol ont déjà commencé leur approche, leur descente vers l'aéroport de Portland. Lorsque les chasseurs F-15 arrivent à cette altitude, donc on estime l'altitude de l'OVNI, entre guillemets, entre 35 et 37 000 pieds, lorsque les chasseurs arrivent sur place, l'OVNI n'est plus visible. Et comme je t'ai mentionné, à ce moment-là, on sait qu'il n'y a pas de détection radar. Donc, les pilotes, ils vont un peu au pif en suivant les indications fournies par les pilotes. Et donc, ils arrivent sur place, on parle des pilotes militaires, ils ne voient pas l'OVNI, donc ils rentrent un peu bredouille à leur base d'attache. Et l'incident, bien sûr, est un incident OVNI important. Je le dis souvent, les dossiers aéronautiques, donc les dossiers qui impliquent des pilotes civils ou militaires, sont souvent les meilleurs dossiers de l'ensemble des rapports sur les OVNI pour plusieurs raisons. Parce que quand on écoute, par exemple, les enregistrements audio des pilotes, ils ne décrivent pas un événement qui s'est passé plusieurs semaines plus tôt. Ils racontent un événement qui se passe devant leurs yeux au moment où ils le voient. Lorsqu'on entend les contrôleurs aériens qui leur parlent, ça se passe à ce moment-là. Donc, c'est des témoignages pris directement sur le vif. Et dans bien des cas, lorsque l'on parle de dossiers militaires, des dossiers aéronautiques, que ce soit militaires ou civils, on a également parfois, pas toujours, mais parfois, on a des enregistrements radars ou des relevés télémétriques, parce qu'on sait, par exemple, que les avions ont des systèmes de radar de proximité, qu'on appelle TICAS. Donc, ces gens-là, il y a de l'information télémétrique qui peut être fournie. Donc, dans le cas présent, tentative d'interception. Aussi, moi, Christian, ce que j'aime beaucoup quand c'est ce genre de cas-là, c'est quand c'est les pilotes aussi. Mais on va se le dire, toi puis moi, on regarde le ciel, on voit des choses. Bien, on peut suspecter des choses. Et quand c'est un pilote qui le voit, je veux dire, il est habitué de voir des choses. Fait que donc, les pilotes connaissent bien à quoi peut ressembler la structure d'un autre avion dans le ciel à contre-jour avec le soleil dessus. Donc, alors que nous, du sol, parfois, là, un objet, ça peut nous paraître lumineux dans le ciel. C'est une lanterne. C'est une lanterne. Ça peut être un avion simplement qui réfléchit la lumière du soleil sur sa carlingue, alors que les pilotes sont généralement de bons observateurs dans ce sens-là. Et ils ont également la possibilité d'une contre-vérification, ce que toi et moi, on n'a pas, c'est-à-dire qu'on est au sol, on voit un objet dans le ciel, on se dit « est-ce un ovni? » Mais le pilote qui voit quelque chose dans le ciel, il a la possibilité de communiquer avec la tour de contrôle et la tour de contrôle lui confirme ou infirme la présence d'un autre avion civil dans le secteur ou d'un avion militaire. Dans le cas présent, rien de ça n'est confirmé, c'est-à-dire qu'on a la présence d'un objet, un aéronef inconnu que des pilotes civils rapportent, tentative d'interception par 2 chasseurs F-15 et ils rentrent bredouille parce qu'ils n'ont pas vu le dit OVNI en question. Alors, évidemment, lorsque le Bureau de l'aviation civile américaine, les autorités civiles américaines ont rendu public cette information, évidemment, c'est la machine à rumeurs qui part. On sait que l'Oregon a une frontière commune avec le Nevada. Alors, immédiatement, la première hypothèse qu'on imagine, comme il y a une frontière commune, on sait qu'au Nevada, pour les gens qui nous écoutent et qui sont des amateurs ou des férus d'OVNI, le Nevada est presque une espèce de Saint Graal parce qu'il y a au Nevada, au nord-ouest de Las Vegas, il y a une base militaire ultra secrète qui s'appelle la base de la zone 51, l'Area 51. Et on sait que depuis les années 50, l'armée de l'air américaine y a développé certains de ses avions les plus secrets et des avions espions, par exemple comme le U-2, le SR-71 Blackbird. Et bon, puis au moment où on se parle, on nous dit que, en tout cas, la rumeur voudrait que les ingénieurs de la base de l'Area 51, parce que la base de l'Area 51 est construite, est érigée sur les bords d'un lac asséché qui est Groom Lake et elle est entourée de montagnes. Donc, c'est vraiment un endroit excessivement isolé et il est impossible d'y approcher à plus d'une vingtaine de kilomètres. Pour les civils, on ne peut pas y approcher à plus de 20 kilomètres. Alors, évidemment, comme on sait que cette base-là existe et au moment où on se parle, il y a une rumeur qui voudrait qu'on est en train d'y développer des drones avec une technologie furtive, donc les drones des années à venir. Les gens se sont dit, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un avion sans pilote, une espèce de drone qui aurait survolé la frontière entre la Californie et l'Oregon et qui aurait été observé par les pilotes? Donc, immédiatement, on pointe du doigt un prototype de l'armée américaine ultra top secret. Mais voilà que cette hypothèse vient de prendre du plomb dans l'aile et d'une manière assez éloquente.
Il y a quelques jours à peine, le Bureau de l'aviation civile américaine ainsi que le Bureau de l'armée de l'air américaine, de l'US Air Force, tous les deux, non seulement ont reconnu la réalité de l'incident en question, tous les deux disent ne pas avoir d'explication. Alors, on comprend que si c'était l'US Air Force, elle ne reconnaîtrait pas l'incident de manière à attirer l'attention des journalistes sur l'un de ses prototypes. Non, c'est ça. Il n'y a comme aucune logique. Donc, les deux, à la fois le Bureau de l'aviation civile américaine ainsi que l'US Air Force reconnaissent non seulement la réalité de l'incident, ils reconnaissent la tentative d'interception des chasseurs F-15, ils reconnaissent qu'ils n'ont pas d'explication pour le phénomène observé, mais qui plus est, ils ont rendu public toute une série de communications radio, téléphone, communication radio également par des services de radio interne, entre différents contrôleurs à la fois de la même tour de contrôle ou des contrôleurs parce qu'on a les contrôleurs régionaux. Il faut savoir que le système de couverture radar est fragmenté en différents bureaux. Donc, ces gens-là se sont tous communiqués ce jour-là. Donc, l'armée et l'aviation civile non seulement rendent public ces dossiers, ces communications radio, il y en a à peu près pour 4 heures, et ils rendent également public des relevés radar parce que là, maintenant, on en sait un peu plus. Il y a eu effectivement une détection radar de ce fameux aéronef inconnu. Cette détection radar s'est produite aux alentours de 16h30. Alors, à ce moment-là, l'objet évoluait dans le fameux secteur 36. Je crois que je t'ai mentionné tantôt, le secteur 36. Donc, l'OVNI est au-dessus du secteur 36, frontière entre l'Oregon et la Californie. Il apparaît très clairement sur les radars. Et je vais te faire entendre une première communication radio, donc un contrôleur, un autre contrôleur qui lui demande « Est-ce que toi, tu vois quelque chose sur ton radar aux alentours de 37 000 pieds? » On écoute ça, c'est assez surprenant comme communication. Ben oui. Oakland 31. Aircraft number 1550 Lima, level 43 the wrong way. That's pretty big. Do you know that target south of the boundary there, that 0027 code moving very fast at 37,000? Oh, look at that thing. Yeah, that's crazy. Huh. And you don't have anything on him, huh? I got nothing. Well, look. WestJet 1698. No, the WestJet 1698 is he is at 370, and that dude is, 150 miles to the north of him. I'll flash to that damn block. There you go. There's where WestJet is. Okay, I see him up there. That's crazy. That's fascinating. Yeah, all right, I'll report that. Thanks, Senator. Okay. Wow. Quand on écoute l'enregistrement, tu entends le premier contrôleur qui dit à l'autre, il dit est-ce que tu as de l'information sur 6098? Parce que 6098, il s'agit en fait d'un autre avion civil qui se trouve dans le secteur. Et l'autre lui répond oui, je vois 6098, mais il dit l'objet dont tu parles se trouve à peu près à 150 000 au nord. Donc, il n'y a pas de confusion entre les avions civils qui sont déjà en l'air à ce moment-là et la présence de cet objet inconnu. La prochaine communication que je vais te faire entendre, elle est d'autant plus surprenante parce qu'elle survient immédiatement après que l'objet disparaît des écrans radars. Il s'agit d'une contrôleuse aérienne qui, elle, se trouve dans le fameux secteur 36. Elle voit ou elle voyait quelques instants plus tôt l'OVNI sur ses écrans radars. L'objet est disparu. Alors, elle tente de communiquer avec d'autres contrôleurs régionaux pour savoir si eux aussi voient l'objet. Et les autres contrôleurs ne le voient pas, mais on peut lire, on peut écouter leur étonnement lorsqu'elle décrit ce qu'elle observe. Elle parle bien d'un intrus sur lequel elle n'a pas d'information, donc pas de transpondeur, aucune information comparativement à un corridor de vol. Surprenant. Oakland 31 or 36. Lima. This is Sector 36. We had a target come through our airspace going really fast. At level 370 earlier, an intruder, Mode C intruder, going southbound, and then now, apparently, the Southwest 4712 sees an aircraft off his right side about as 1 o'clock and 10 miles going northbound at 370. We don't have anything on radar anymore or anything like that. Okay. Yeah, it's got my primaries on. And we don't see any primaries or anything either. But I will... Okay. Yeah, just to let you know, and our supervisors are calling all the appropriate people. So. And
Does he have any idea what kind of aircraft it is? No, I've asked him, Okay. and he doesn't. He said it's about his 1 to 2 o'clock and 10 miles off his right side now. So. Okay, thanks. Maybe. Là, ce qui est assez surprenant, c'est lorsqu'elle dit on le voyait et on ne le voit plus. Alors là, évidemment, la première réaction, c'est de se dire peut-être que l'objet a utilisé une technologie furtive. Mais encore une fois, comme je te dis, comme l'US Air Force reconnaît la réalité de l'incident et reconnaît n'avoir rien à voir avec la présence de cet objet, on ne connaît pas, à tout le moins sur le corridor, sur les trafics aériens, en dehors de l'utilisation de véhicules qui aurait la technologie furtive qui est utilisée par l'armée. On ne voit pas comment l'objet peut, comme ça, disparaître des écrans radars, d'autant plus que la première détection radar, est une détection sans transpondeur. C'est-à-dire que, généralement, il faut savoir un peu comment les radars fonctionnent. Il y a dans la queue des avions civils un émetteur, et cet émetteur-là envoie une information au tour de contrôle dans lequel l'information, on retrouve à la fois le numéro de vol, son altitude, sa vitesse. Donc, immédiatement, en regardant l'écran radar, le contrôleur sait qu'il s'agit du vol 263, il vole à telle altitude, etc., etc. Donc, on fournit des informations télémétriques par rapport à la présence de l'objet. Alors que dans le cas de l'OVNI, il n'y a qu'une simple détection sans information télémétrique. Donc, il ne s'agit pas de l'information traduite par le transpondeur. Et il faut savoir que dans la détection radar, il y a des radars secondaires et primaires. Le radar secondaire, c'est celui qui ne reprend que les informations télémétriques transmises par les transpondeurs des avions. Et le radar primaire est celui qui détecte tout ce qui vole, incluant les bancs d'oiseaux, etc. Et c'est amusant parce que lorsqu'on entend la contrôleuse aérienne qui parle, son vis-à-vis lui dit « Oui, mais est-ce que tu as quelque chose sur les radars? » Elle dit « Non. » Elle dit « Il était là, il n'est plus là, puis on n'a même rien sur le primaire. » Ça veut dire que même sur le primaire, on ne voit pas l'objet qui pourtant devrait être détecté puisque le primaire détecte tout ce qui vole. En théorie, il renvoie l'écho-radar. Et enfin, mon dernier enregistrement est peut-être celui que je trouve le plus intéressant. Il s'agit d'un contrôleur aérien qui en appelle un autre. Et là, ils parlent tous les deux de l'incident. Et avant même, on voit que l'affaire se discute beaucoup entre contrôleurs aériens parce qu'avant même d'aller plus loin, le premier contrôleur dit à son collègue, dit « Oui, il dit, je t'appelle pour... » Et avant même de poursuivre, l'autre, il lui rétorque, « J'imagine que tu m'appelles pour qu'est-ce qui se passe à 37 000 pieds. » Alors, visiblement, il est au courant. Il y a cet échange entre les deux bonhommes. Écoute, je te fais mon commentaire après l'audition. On y va pour le troisième extrait audio. We just had a weird thing that happened, kind of... 37,000 feet? Yeah. Coming to you? It's a real aircraft, but nobody knows who it is. Really? It's been reported by the pilot we have behind them. Really? Yeah. And the target's been jumping around, but we have no code, no nothing. Really? Yeah. Okay. I was just going to call you and tell you that there could be a plane that's... At 37? Yeah. So another aircraft actually visually saw it. Correct. Okay. All right. Well, that's getting even stranger. I was thinking that. Quelle histoire. Et là, on entend le contrôleur qui lui dit écoute, et il lui confirme, il dit je peux te dire que ce que les gens voient, c'est bel et bien un aéronef. Donc, il confirme la présence d'un objet, d'une structure, d'un objet volant, un aéronef, c'est le terme qu'il utilise. Et il lui dit je te confirme que les pilotes qui sont en vol l'ont bel et bien vu derrière eux, donc l'objet est bien présent là, ce n'est pas un faux écho radar qui aurait pu être détecté. Et on entend l'autre pilote, c'est « Really? Really? » On voit un peu son étonnement parce que, évidemment, on comprend que c'est une situation qui est tout à fait inhabituelle pour des contrôleurs aériens de se retrouver avec un objet volant inconnu qui apparaît sur les écrans radars et qui zigzague littéralement dans les corridors aériens utilisés par l'aviation civile. C'est tout à fait surprenant. C'est sans aucun doute. J'imagine qu'au cours des prochaines semaines, des prochains mois, il y aura plus d'informations disponibles sur ce fameux dossier. Déjà qu'il faut le reconnaître, l'armée de l'air américaine et l'aviation civile américaine ont été ce sont deux organisations qui ont été très généreuses dans la publication des dossiers par les communications radio, par les relevés radars. C'est une observation d'OVNI qui, j'imagine, pendant des mois encore, va beaucoup faire jaser les milieux de l'ufologie. Et moi, je reconnais que c'est l'une des très, très bonnes observations d'OVNI des dernières années qui a été rapportée, avec autant d'informations, autant de communications, autant de données télémétriques par rapport à la présence de sources fiables. On peut se le dire, parce qu'on
sûr. s'entend que d'avoir accès à tout ça, ça fait partie un petit peu de la... Tu sais, on trouve ça bien drôle, on va se le dire, là, de voir que beaucoup d'ufologues, de conspirationnistes, de gens qui s'intéressent au paranormal, qui souvent vont prendre des pécadilles puis vont gonfler ça. Voilà. Mais dans le fond, c'est pour ce genre de cas-là qu'on s'intéresse à ça. Les gens me disent souvent, Christian Page, qu'est-ce que vous pensez du paranormal? Et je le dis souvent, toutes catégories confondues, que ce soit les ovnis, les fantômes, les monstres, peu importe. Je pense qu'il y a toujours à peu près un 10 5 à 10 de phénomènes, d'observations rapportés qui sont très intéressantes et qui méritent une attention particulière. Cette observation d'OVNI au-dessus de l'Oregon en octobre dernier, c'est, à mon avis, l'une des très bonnes observations qui s'inscrit, jusqu'à preuve du contraire, à moins d'une information nouvelle qui nous tomberait sous la main, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est une très bonne observation d'OVNI qui s'inscrit dans ce fameux 5 à 10 de cas qui méritent une attention particulière. Wow. Puis, et toi? Mais juste avant, moi, je te poserais la question. Penses-tu que ça pourrait être un aéronef d'un autre pays, tout simplement? Donc, une vraie menace pour la US Air Force aussi? C'est ce que je crois. Moi, personnellement, c'est-à-dire que je ne favoriserais pas les gens me connaissent assez, je ne suis pas le type à trop favoriser les visites extraterrestres. Parce que OVNI, c'est un objet volant non identifié. Donc, lorsqu'on parle d'OVNI, je ne suis pas fermé à la possibilité de visites extraterrestres. Il faut quand même reconnaître que ça fait 70 ans que l'ère moderne des ovnis est apparue. Les ovnis apparaissent en 1947, là, si on regarde l'ère moderne des ovnis, donc été 1947. Et aujourd'hui, on est 71 ans plus tard et on n'a toujours pas de preuves concrètes, pas de ce qu'on pourrait appeler là, dans le jargon le smoking gun, le pistolet fumant. Là, on ne l'a pas. On n'a pas de morceau de l'OVNI, on n'a pas de cadavre d'extraterrestres. On a toutes sortes de rumeurs. Vous savez, des rumeurs, on en a beaucoup, mais des preuves matérielles, on n'en a pas. Donc, je ne suis pas du genre à... Je ne ferme pas la porte aux visites extraterrestres, mais ce n'est pas l'hypothèse que j'envisagerais au départ. Pour moi, si l'armée reconnaît la réalité de ce phénomène, si on reconnaît également la nature non identifiée de ce phénomène observé, j'aurais tendance à favoriser possiblement un appareil furtif d'une nation étrangère. Et quand on regarde, bien sûr, on est sur la côte ouest américaine. Les Coréens! On n'est pas très éloigné de la Chine. On n'est pas non plus très éloigné de l'Union soviétique. Donc, est-ce qu'il pourrait s'agir d'un appareil chinois ou encore d'un appareil soviétique qui utiliserait une technologie furtive? Il faut le dire que ce ne serait pas la première fois qu'un avion, qu'un appareil russe s'aventure du côté d'une zone américaine. Aussi profondément, parce que là, on est quand même à la frontière de l'Oregon et de la Californie, ça serait quand même surprenant. Mais il est arrivé à quelques reprises que des avions russes survolent des parties de l'Alaska. Mais bon, qui sait? Mais surtout, l'appareil... furtif ou pas, peut-être qu'il y a eu défaillance parce qu'on l'a eu sur radar. Ouais, voilà. Mais je veux dire, il n'est pas apparu là, je veux dire. Non, c'est ça. Donc, à moins qu'il serait descendu de l'espace. À moins qu'il soit descendu de l'espace, mais ça, je te laisse à tes spéculations. Oui, non, je suis bien d'accord. Je te relance la balle, mon Jean-Michel. Quelles sont tes actualités de la semaine? Bon. Ben, là, on a eu quelque chose, un vrai mystère, puis on se fait souvent taxer de ne pas parler des vrais mystères. Ouais, donc, c'est un très bon. Fait que là, je me permets de m'en aller du côté funky de la chose. Bon, tu connais Adam Davies? Oh, chasseur de Bigfoot? Ben, chasseur de bien de choses, hein? Bigfoot, Yeti, Sasquatch, les exactement. Ben, lui, il se taxe d'être le Indiana Jones, cryptozoologue, mais sans vraiment formation, parce qu'à la base, il travaille pour l'État en Angleterre au niveau des unions civiles, si j'ai pu comprendre. Ben, c'est ça, un cryptozoologue, je veux dire la science de ce qui existe, des animaux qui n'existent pas. Donc, en fait, je t'arrête, moi, Jean-Michel. Cryptozoologue vient de cryptozoologie. C'est un terme qui a été inventé dans les années 50 par Bernard Huvellement. Et si on regarde l'étymologie de cryptozoologie, ça veut dire la science des animaux cachés ou non reconnus. Donc, pas qu'ils n'existent pas. Non, je suis d'accord. Donc, ce sont des animaux qui sont pour l'instant inconnus ou non reconnus de la science. Puis ce qui est amusant, c'est qu'en cryptozoologie, il y a eu des animaux qui ont été classés comme étant des cryptides,
donc des animaux non reconnus par la science qui aujourd'hui le sont reconnus. Évidemment, on pense tout le temps aux super vedettes de la cryptozoologie, le Bigfoot, Sasquatch, le monstre du Loch Ness, mais il y a eu d'autres animaux qui, pendant un temps, ont été des cryptides. Je te donne un exemple. Il y a des gens dans les années 50 et 60 qui revenaient, il y a un parc forestier, un parc naturel au Vietnam qui s'appelle le parc du Vo Quang. Des gens revenaient du Vo Quang en disant « On a observé un étrange animal. C'est une petite antilope qui a à peu près la taille d'une vache ou d'un veau. Là. Et ce qu'elle avait de particulier, elle avait de longues cornes, mais elle avait aussi sur le naseau des espèces d'ailettes qu'elle ouvrait lorsqu'elle respirait. Puis ça lui permettait également de se rentrer le nez dans l'eau pour prendre du poisson ou des trucs semblables. » Évidemment, quelques explorateurs sont allés là-bas, ont trouvé des ossements de cette antilope. Mais évidemment, des ossements, ce n'est pas comme les membranes, les tissus mous, etc. Donc, la fameuse présence des ailettes n'était pas très visible sur les squelettes. Mais déjà, uniquement par les ossements du crâne, on avait l'impression qu'on était en présence d'un animal non connu, non reconnu de la science, donc un cryptide. Et puis, au début des années 90, on a capturé ce fameux cryptide. Là, maintenant, on en est à 7 ou 8 spécimen gardé en captivité. On l'appelle le Vo Quang Ox. Hein, et cet animal, il est exactement comme les gens le décrivaient, donc une espèce d'antilope avec des naseaux qui s'ouvrent pour respirer. C'est vraiment très particulier comme animal, mais on voit que maintenant, ce Vo Quang Ox, cette antilope du Vo Quang n'est plus un cryptide, elle est passée maintenant dans la zoologie officielle. Donc, il ne faut pas perdre espoir. Il ne faut pas perdre espoir. La cryptozoologie n'est pas que les super vedettes. Les super vedettes de la cryptozoologie, Bigfoot, le Yeti, le monstre du Loch Ness, le Chupacabra, font partie de la cryptozoologie. Mais la cryptozoologie n'est pas que ces animaux extraordinaires. Il y a d'autres animaux moins spectaculaires, mais qui appartiennent à l'univers de la cryptozoologie. Cela étant dit, je te redonne le bâton pour nous parler de cryptozoologie. C'était une excellente précision, parce que c'est quand même sérieux, la cryptozoologie, mais pas Adam Davis. C'est important de lier les deux. Il se prend pour un cryptozoologue, mais ça n'en est pas un. Mais voulez-vous savoir, lui qui a fait le tour du monde, qui est allé en Sibérie, qui est allé au Congo, qui est allé dans les Deep Forests de l'Amérique du Nord, bien, il y a une nouvelle qui revient en ce moment sur les fils au niveau de l'insolite et du paranormal, comme quoi il aurait trouvé une preuve de l'existence de Bigfoot. Oui. Et savez-vous qu'est-ce que vous avez de besoin pour chasser le Bigfoot? Ben, en fait, on va vous le présenter tout de suite. Tu as le piège à Bigfoot avec toi, là. Oui. Préparez-vous, ça fait mal. Et oui, des crottes de fromage. Des croustilles au fromage. Oui. Il est connu sous le nom de crottes de fromage. Oui. Ben, en fait, je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. Là. Vous avez bien compris que, bon, moi et Christian, on s'est fait un petit snack avant. Donc, ben, en fait, je vais vous le dire. Sa preuve, puis ça, c'est tiré d'une entrevue qu'il a donnée au journal The Sun. OK. En Angleterre. Tabloïd, quand même. Oui, puis je veux dire qu'il est quand même... on le voit souvent, là, tu sais. Surtout des nouvelles insolites. Il aime bien faire un petit peu les choux gras. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai été attiré par le titre. There were 4 Cheetos Puff last night. Cheetos, c'est une belle plug. On aurait pu penser à un stand. And now there are 3. One has been taken. One has been taken. Donc, on avait 4 crottes au fromage. Il en reste 3. Donc, mais moi, ce que j'aime bien, c'est les photos pour supporter l'histoire. Parce que là, pour de vrai, lui, c'est quand même quelqu'un qui a une audience, qui est suivi. Il en fait depuis 1998. Et ça remonte à la début de 2016, je crois. Mais là, ça revient dans l'actualité parce qu'il commence à refaire il doit avoir de quoi à vendre bientôt. Okay. Donc, on peut bien voir là, sur l'image, il ne reste que 3 Cheetos. Ouais. Donc, ce que ça nous dit, en gros, c'est que Bigfoot, en fait, c'est qu'il y a un Bigfoot avec les doigts jaunes à quelque part. Okay. Ça, c'est la première chose qu'on est sûr. Mais Bigfoot n'aime pas les muffins,
n'aime pas les sandwichs. Il n'aime pas les Cheetos. Il en a juste mangé un. Ça Fait prouve qu'il que aime c'est pas pas les vraiment Cheetos. un bon stun pour Cheetos. Puis il aime pas, écoute, est-ce que c'est des noix, des glossettes, du chocolat? Je pourrais pas dire qu'est-ce que c'est l'autre chose, mais dans le fond, il a essayé d'appâter, parce que ça, il faut voir là, que ça, là, c'est placé comme ça dans la nature et c'est dans le but d'attirer Bigfoot. Mais là, le problème, c'est que on peut se dire les vraies choses. Qui d'autre que Bigfoot aurait pu manger le Cheetos? Un oiseau, un cerf, n'importe quel autre animal, c'est n'importe quoi. Sortir dans les médias publiquement avec ça, là, c'est repris, mais c'est tourné au ridicule comme étant le gars qui avait fait cet état de fait-là. Écoute, là, dans l'entrevue, il y a un article qui est quand même connu, puis on en avait déjà parlé. Si vous allez sur le site d'Insolite Express, vous allez dans la barre de recherche, vous allez être capable, si vous tapez Bigfoot et Cheetos, c'est sûr que vous allez le trouver. Mais c'est parce qu'il y a aussi un ami, lui, qui était là. Qu'est-ce qu'il nous dit que c'est pas son comparse? C'est ça qui était deux. C'est amusant parce que ça me fait penser un peu à cette fameuse série où on en a parlé d'ailleurs à quelques reprises. Je crois que c'est Discovering Bigfoot ou quelque chose comme ça. Finding Bigfoot, qui est rendu à 6 ou 7 saisons. Et à un moment donné, on les voit 9 saisons. Donc voilà, on en rajoute. Et à un moment donné, ils sont dans le bois, ils frappent avec un bout de bois sur un arbre. On est en pleine forêt. On parle des forêts de la côte ouest américaine, des forêts très denses, l'État de Washington, l'État de l'Oregon, et même le nord de la Californie. Et là, ils frappent sur un arbre avec un bout de bois, et au loin, on entend des craquements. Et l'un des types s'adresse à la caméra en disant « c'est probablement Bigfoot ». Écoute, comme si dans la forêt nord-américaine, en pleine nuit, de manière diurne, il n'y avait qu'un Bigfoot, alors qu'il peut y avoir des centaines d'espèces d'animaux qu'on pourrait retrouver en forêt qui pourraient effectivement faire du craquage de branches. Donc, de tirer cette conclusion qu'il doit s'agir de la présence de Bigfoot, c'est n'importe quoi, vraiment. Mais on veut nous vendre des salades, mais dans le cas présent, c'est nous vendre des Cheetos. Des Cheetos, fait que, voilà, Bigfoot avec les doigts oranges. Puis dernièrement, tu sais, il l'a quand même assez difficile. Hein? Les gens qui s'intéressent à Bigfoot, là, dernièrement, on dirait qu'ils vont un petit peu trop loin dans leurs propos. Dernièrement, il avait annoncé qu'il avait fait des belles investigations autour du Congo pour le monstre qui est le... Mokele Mbembe. Exactement, qui est un petit peu comme le monstre du Loch Ness, mais de ce coin-là. Un dinosaure nain qui vivrait dans le lac Télé. Exactement. Mais là, lui, il a dit qu'il était allé là-bas puis qu'il avait fait une investigation dans certaines de ses entrevues. Sauf que là, dernièrement, il était obligé de se rétracter puis il sort ses propos. Puis ça se serait passé en 98. Il dit « We never even got out of the city », une des villes du Congo. « Our taxi broke down and we were surrounded by a baying mob who thought we were mercenaries. We were lucky to get out there alive. » Parce qu'on s'entend qu'il y avait des massacres au Congo à ce moment-là. Donc peut-être une erreur de jugement d'être allé à ce moment-là. Donc, il raconte mais il n'est jamais allé. Donc, le taxi est tombé en panne. Ils ont été entourés par une foule menaçante qui les croyait être des mercenaires. Exactement. Puis, ils sont chanceux d'avoir survécu. Ensuite de ça, we rushed back to the airport, got a flight home 2 days later, but I was determined one day to return and find the Congo dinosaur. Mais le next, la suite est à venir et je peux parier que ça risque d'être peut-être moins fameux. Donc voilà. Il reste une région du monde où il y a eu peu d'expéditions qui ont été... Cette légende du Mokele Mbembe circule beaucoup. Elle a été véhiculée beaucoup par des explorateurs blancs qui ont côtoyé les peuplades indigènes du Congo. Mais peu d'expéditions ont été faites par des Occidentaux dans la région. Je me rappelle, dans les années 70 ou 80, un dénommé Roy McCall de l'Université de Chicago, qui s'intéressait beaucoup aux cryptides, a monté une expédition pour se rendre au lac Télé. Donc, lui, il est allé au lac Télé, mais il est revenu un peu bredouille, comme malheureusement c'est bien souvent le cas dans ces histoires de monstres. Il est revenu avec quelques photographies de dépression dans le sol, qui pourraient peut-être être l'empreinte laissée par un dinosaure nain ou un éléphant. On va nous faire notre choix. Ben non, c'est ça. Un film un peu flou, on voit une sorte de forme très loin dans l'eau qui se déplace, qui pourrait très bien être un tronc d'arbre à la dérive. Donc, encore là, des preuves assez manquantes. Mais écoute, puisque tu parles du Bigfoot, j'aimerais te parler de Claudia Ackley.
Une dame de 46 ans. Parce que tu te rappelles, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je t'ai parlé de notre ami Todd Standing. Ah, mon meilleur. Todd Standing qui a été débouté en cours de la Colombie-Britannique parce qu'il, bon, faut le savoir, Todd Standing, il est originaire de l'Alberta. Il avait porté plainte contre l'État, contre la province de la Colombie-Britannique par leur refus de reconnaître l'existence du Sasquatch, l'abominable homme des bois d'Amérique. Alors, je t'ai raconté la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que ce même Todd Standing avait déposé une plainte devant un tribunal de Californie. Alors, on a appris un peu plus d'informations là-dessus. Todd Standing, en fait, est un joueur par la bande, parce que le véritable joueur, c'est cette Claudia Hackley, cette dame de 46 ans. Donc, ce qu'elle raconte, c'est que le 27 mars 2017, elle et ses filles, 2 de ses filles, se trouvaient près du lac Arrowhead, qui se trouve en fait à l'est de Los Angeles. Donc, on a peu de récits de Bigfoot dans cette partie-là de la Californie. Il y a beaucoup d'observations du Bigfoot qui émanent du nord de la Californie et des États plus au nord. C'est très populeux, cette région-là. Voilà. Là. Et là, on est pratiquement, et tu le mentionnes, c'est très populaire, et on est littéralement en banlieue de Los Angeles. Donc, cette madame, Claudia Hackley, raconte que le 27 mars 2017, elle et ses 2 filles sont au lac Arrowhead. C'est un parc national, d'ailleurs. Et voilà qu'elles vont observer le matin, vers à peu près 7h30, elles vont observer un Bigfoot qui se tient près d'un arbre. Madame Hackley va dire, on en a vu également 2 autres qui étaient un peu plus éloignés, derrière des bouquets d'arbres plus lointains. Mais on a reconnu, en fait, cet animal, le fameux Bigfoot. Alors, elle dit s'être adressée au gardien du parc. On comprend sa surprise. Hein? Tu te retrouves nez à nez avec Bigfoot. Elle en parle au gardien du parc, lequel gardien du parc lui dit, écoutez, madame, vous êtes bien la première à nous raconter qu'il y a un Bigfoot dans le parc. Probablement, ce que vous avez vu, c'est un ours, parce qu'on le sait, des ours et des ours bruns ont souvent été vus, filmés même en marchant debout. Donc, il lui dit probablement que vous avez confondu un ours qui marchait debout avec ce fameux Bigfoot. Donc, Mme Hackley, insatisfaite de la réponse du gardien du parc, décide de se tourner vers des chasseurs de Bigfoot et vers nul autre que notre ami Todd Standing. Et c'est ce Todd Standing, finalement, qui a, je dirais pas qu'il a fait pression sur elle, mais qui lui a fortement conseillé de porter plainte. Parce que lui, n'étant pas citoyen américain, on comprend que c'était un peu plus difficile. Donc, il demande à Mme Hackley de porter plainte contre l'État de Californie, exactement le même scénario que lui a fait avec la province de la Colombie-Britannique. Donc, Mme Hackley, il y a 2 semaines, a porté plainte dans le comté de San Bernardino contre l'État de la Californie pour leur refus de reconnaître l'existence du Bigfoot ou le Sasquatch, comme on l'appelle ici. Et elle prétend dans sa plainte, elle demande aux autorités non seulement de reconnaître l'existence de la créature, parce qu'elle soutient qu'elle a senti qu'elle et ses filles avaient été menacées, en danger, par l'existence de cette créature que les autorités, bien sûr, ne veulent pas reconnaître. Il faut quand même le mentionner, on a l'impression que Mme Claudia Hackley sort de nulle part et elle arrive comme ça avec son histoire de Bigfoot sous le bras. Mais il faut savoir que Mme Hackley n'est pas en fait une nouvelle venue dans les histoires de Sasquatch Bigfoot. Cette dame-là s'intéresse au Bigfoot depuis une 20aine d'années. Elle n'en est pas à sa première rencontre du Bigfoot. Il y a 20 ans, à la fin des années 90, elle a vu elle-même un Bigfoot. Donc, c'était sa première rencontre avec un Bigfoot. Ailleurs que dans Harry Lee Anderson. Oui, Harry Lee Anderson. Donc, elle a observé l'un de ces Bigfoot et en fait, elle l'a surtout entendu. Elle ne l'a pas vu, mais elle l'a beaucoup entendu. Et depuis, elle se passionne pour le Bigfoot. Elle fait partie des... Elle se définit pas comme étant une cryptozoologue, mais une Bigfoot fan. Donc, elle va en forêt. Oui, une enthousiaste. Elle va en forêt. Elle a quelques moulages d'empreintes, de soi-disant empreintes du Bigfoot. Elle participe à des forums où elle discute du Bigfoot. Donc, on le voit, elle est très embrigadée dans cette chasse au Bigfoot. Et curieusement, c'est cette même Claudia Hackley qui porte plainte contre l'État de Californie pour leur reconnaissance du Bigfoot. Donc, voilà, cette petite précision méritait d'être fait, mais je dis que, soit dit en passant, la plainte de Mme
de Mme Hockley sera entendu devant le tribunal de Californie en mars prochain. Donc, on ne devrait pas trop attendre trop longtemps pour avoir une réponse si oui ou non l'État de Californie reconnaît officiellement l'existence du Bigfoot. Wow, j'ai hâte de le savoir. Écoute, on va encore reparler de Todd Standing. Ben voilà, on est enthousiaste et fébrile. On pourrait dire là, que depuis le début du podcast, là, l'étoile du mois, mettons, là, c'est Todd Standing. Espérons que son moment de gloire va se terminer avec son excellent documentaire. Moi, j'aurais voulu vous parler ensuite. Bon, je vous ai parlé de différentes émissions dernièrement. Bon, pas toujours pour les bonnes raisons. Il y en a eu que j'aimais bien, d'autres que j'aimais moins. J'ai vu un film dernièrement qui est apparu sur Netflix. C'est un film anglais qui s'appelle Le Rituel, The Ritual en anglais, qui performe très bien sur Netflix actuellement. Le film a été tourné en Roumanie. On suit un groupe de personnes, des Anglais, qui, au début du film, perdent un de leurs amis, puis décident d'aller, porter les cendres ou, de faire une aventure dans laquelle cet ami-là aurait voulu faire. En fait, une aventure que cet ami-là aurait voulu faire avec eux, qui se passe en Suède. Puis bon, ça tourne pas très, très, très bien, mais ce que j'ai adoré dans ce film-là, que je pense que tu as vu, oui, absolument. Du moins en partie au moins. Oui, je somnolais durant la présentation, mais bon. Oui, c'est ça, mais moi, j'ai bien aimé parce que, le jeu des acteurs est quand même très égal. C'est pas tous des acteurs hyper connus ici, mais qui ont déjà fait beaucoup de films en Europe, en Angleterre. Puis, le jeu des décors, le jeu des comédiens, l'utilisation je te dirais, de l'espace et de la luminosité. Tu sais, dernièrement, on s'entend là, que la majorité des films d'horreur, ils jouent beaucoup avec la luminosité, jouent beaucoup avec la trame sonore. Puis, tu sais, le rôle des comédiens est comme relégué un petit peu au second niveau. Moi, j'ai trouvé que dans ce film-là, les comédiens, à l'inverse de ce qu'on peut voir des films d'horreur, jouait très bien, puis aussi à l'inverse des films d'horreur qu'on voit souvent, les textes étaient bien écrits. Moi, c'est vraiment quelque chose qui vient qui vient m'éteindre, en fait, dans la majorité des films d'horreur. On se fie trop sur, la créature, l'espèce de changement de scène, puis d'espèce d'ambiance qu'on essaye de créer. Dialogue souvent insipide, là. Vraiment insipide, là, mais puis très, très, très... En fait, depuis qu'il y a eu la grève des scénaristes, là, je trouve que les films américains de série B, là, c'est comme... Tu sais, c'est série... G, là, on est vraiment loin, là. Puis, j'ai trouvé que dans ce film-là, ça tenait bien la route. Moi, j'avais jamais entendu parler de ce film-là qui a été lancé en octobre dernier, fin septembre, début octobre dernier, en Angleterre, en Irlande, qui n'a pas eu un vif succès au box-office, mais la beauté avec Netflix, c'est qu'on est capable de voir ces films-là partagés sur Netflix. Vous allez pouvoir l'écouter même en français, si vous voulez l'écouter sous-titré, parce qu'on sait qu'il y a des gens souvent qui nous parlent qu'on partage souvent des choses en anglais. Donc, j'ai vraiment fait exprès de prendre quelque chose là, qui accessible en français aussi. Okay. Donc, moi, je vous le recommande. C'est pas très, très long, 1h30 quand même. Une créature fabuleuse. On le mentionnera. On n'entrera pas trop dans le détail, mais il y a une créature fabuleuse qui apparaît dans le film quand même. Oui, c'est ça, exactement. C'est notre lien d'en parler aujourd'hui à cause de ce lien un peu insolite. Absolument. Donc, sur ce beau mystère, Christian, je te passe la parole. Oui, écoute, on parle d'histoires intéressantes. En voici une qui l'est aussi intéressante, comme dans notre histoire d'OVNI. Ça se passe le 12 février dernier et on est dans le petit village de Maraksa. Ça se trouve à 330 km au nord-ouest de Tomsk, donc on est en Russie. Et voilà que les policiers sont appelés dans une maison unifamiliale où vit un couple et leur fils de 15 ans, qui est un fils adoptif. Et alors que les policiers arrivent sur place, la maison est sans dessus-dessous, les meubles sont renversés, c'est vraiment, tout est pêle-mêle, et voilà que la famille en question dit que depuis quelques jours, ils sont les victimes d'un phénomène de poltergeist. Donc, une force invisible est dans la maison, renverse les meubles, frappe dans les murs, vide les penderies, etc., etc. Et il y a même un couteau qui est fiché dans un des murs. Et ces gens-là soutiennent que c'est cette entité invisible qui aurait planté le fameux couteau dans le mur.
Alors, les policiers sont donc là à prendre la déclaration des témoins. On s'interroge un peu, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Évidemment, le scepticisme, est-ce que ces gens-là ont toute leur tête au moment où ils racontent leur histoire? Et voilà que les policiers sont à leur tour témoins de ces manifestations. Donc, j'ai pu mettre la main sur le rapport de police qu'on a présenté à l'écran grâce à une amie à moi qui travaille au 98.5 FM. Je la remercie, Alexandra, qui m'a traduit un peu le document en question. Et dans lequel les policiers reconnaissent qu'au moment où ils sont là, les meubles se déplacent devant eux. Là. Donc, il n'y a pas de fil, il n'y a pas de manipulation. Devant les policiers. Devant les policiers, ils sont donc eux-mêmes témoins de cette manifestation. Alors, devant la surprise de voir ces phénomènes, quoi faire? On ne peut pas amener le suspect au poste pour l'interroger. Alors, il décide de se tourner vers les autorités religieuses orthodoxes de la municipalité de Marasca, parce qu'il y a une église orthodoxe à Marasca. Donc, on s'adresse aux prêtres locaux. On leur explique quelles sont les manifestations dont les policiers ont été les témoins. Et voilà qu'on va décider d'envoyer des prêtres dans la maison en question, dans l'espoir de pouvoir exorciser les lieux et libérer cette famille aux prises avec ce phénomène de poltergeist. Au moment où on se parle, les phénomènes auraient toujours cours, c'est-à-dire que les prêtres orthodoxes se sont rendus sur place, ont procédé à des rituels, mais on raconte que les phénomènes continueraient de se produire dans cette maison, dont, à tout le moins, on sait qu'un rapport policier existe sur la confirmation des événements. Vraiment une histoire tout à fait incroyable. Et pourquoi je le mentionne? Parce que souvent, sur Internet, on retrouve des trucs qui nous arrivent de Russie. Hein. Souvent, la presse russe. Et souvent, la presse russe ou les informations qui nous arrivent de Russie, c'est souvent des informations olé-olé sur lesquelles on peut difficilement se pencher et pour lesquelles il est difficile d'avoir des documents officiels. Alors que ici, par circonstance, j'ai réussi à obtenir une copie du rapport de police, non censurée, sauf à un petit endroit. J'ai vu d'autres copies du rapport policier qui circulaient, mais avec des gros blocs censurés, alors qu'ici, il ne l'est pas. Et qui confirme, bien sûr, la réalité, à tout le moins, de ce phénomène qui, pour l'instant, demeure inexpliqué. Hey, si jamais ça vous arrive, là, vous êtes... Contactez-nous. Contactez-nous. Nous autres, on aimerait ça, aller voir ça. Mais je vous le dis, on sera pas capable d'arrêter ça si jamais ça arrive pour de vrai, mais on serait bien curieux de le voir et de vous en parler à tous. Bien évidemment. Christian, merci. Vraiment des très bons sujets. Oui, cette semaine, l'actualité était riche en phénomènes mystérieux, intéressants. Parce que souvent, c'est une sorte enfilade de cas plus ou moins douteux. Mais cette semaine, on avait 2 histoires qui étaient tout à fait intéressantes. Cette histoire de poltergeist en Russie et bien sûr, ces ovnis au-dessus de l'Oregon en octobre dernier. Oui, puis on se rappelle, si jamais vous voulez attirer Bigfoot dans votre jardin, n'oubliez pas vos Cheetos. Merci. À la semaine prochaine. Ciao. Bye.